Il y a quelque chose que vous faites depuis des années et vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Vous traversez vos journées en dormant les yeux ouverts, vous vivez mais vous n'habitez pas votre vie. Et pendant ce temps, l'univers frappe à votre porte encore et encore sans que vous l'entendiez. Pourquoi est-ce que ceux qui cherchent le plus désespérément un sens à leur existence sont souvent les mêmes qui passent à côté des signes les plus évidents que la vie leur envoie? Voilà la question qui va habiter chaque instant de ce que vous allez entendre aujourd'hui. Gardez-la quelque part dans la pièce intérieure de votre conscience, parce que nous allons y revenir plusieurs fois, et à chaque retour, elle aura une résonance différente. Il existe, dans la pratique clinique et dans l'observation patiente de l'âme humaine, une vérité que l'on redécouvre sans cesse. Les êtres humains ne manquent pas de chance. Ils manquent d'attention, ils ne manquent pas de signes. Ils manquent de silence intérieur pour les recevoir. Et cette absence de silence, cette incapacité à s'arrêter, à vraiment s'arrêter, coûte quelque chose d'énorme, quelque chose d'irréversible si l'on n'y prend pas garde. Alors aujourd'hui, ensemble, avec douceur mais avec une sincérité totale, nous allons ouvrir une porte. Peut-être la porte la plus importante que vous ayez jamais franchie. Imaginez une maison, pas n'importe quelle maison, la vôtre. La maison intérieure que vous habitez depuis toujours. Maintenant, regardez-la honnêtement. Certaines pièces sont lumineuses, habitées, vivantes. Et d'autres, vous les avez fermées à clé. Il y a des couloirs que vous évitez, des sous-sols que vous n'avez pas visités depuis des années, des greniers remplis de rêves que vous avez rangés là un jour en vous disant que vous y reviendriez et vous n'y êtes jamais retourné. C'est dans cette maison-là que tout commence. Et c'est dans cette maison-là que tout peut changer. Pensez à une journée ordinaire dans la vie de quelqu'un que vous connaissez peut-être très bien. Quelqu'un qui s'élève le matin avec des chasse-pois dans la poitrine, ce bruit de fond constant, comme un bourdonnement électrique que l'on n'entend plus vraiment, mais qui est toujours là. Le réveil sonne et la première pensée est déjà une liste, déjà une urgence. Déjà une anxiété tiède et familière qui sent la vieille fatigue comme une pièce fermée trop longtemps, avec cet air légèrement vicié que l'on respire quand même parce qu'on n'a pas le temps d'ouvrir les fenêtres. Cette personne avale son café debout. Elle répond à des messages avant même d'avoir regardé le ciel. Elle embrasse ses enfants de manière mécanique, on reste à prise, un automatisme affectueux mais creux, parce que son esprit est déjà ailleurs. Dans la réunion du matin, dans la facture impayée, dans la conversation difficile qu'elle reporte depuis des semaines. Elle conduit, elle travaille, elle rentre, elle mange, elle dort. Et le lendemain, elle recommence. Est-ce que cela vous rappelle quelqu'un? Ce n'est pas un portrait cruel, c'est un portrait honnête. Et cette honnêteté est un acte d'amour parce que reconnaître une réalité, c'est déjà commencer à la transformer. Ce que décrit cette scène, ce n'est pas simplement du stress, ce n'est pas simplement de la fatigue moderne. C'est une forme de déconnexion existentielle profonde. C'est vivre en dehors de sa propre vie, comme un fantôme dans ses propres couloirs, touchant les murs sans les sentir, traversant les pièces sans les habiter. Et ce que la recherche en psychologie du bien-être, ce que des décennies d'observation clinique, ce que les grandes traditions de pleine conscience nous enseignent avec une cohérence remarquable, c'est que cet état de pilote automatique n'est pas neutre. Il n'est pas simplement inconfortable. Il est activement destructeur, pour soi et pour tous ceux que l'on aime. Si ce que vous entendez résonne en vous, si quelque chose en vous dit « oui, c'est de moi dont on parle », alors ce qui suit est pour vous. Et si vous sentez que cette conversation mérite d'être partagée, avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui cherche lui aussi une sortie de ces labyrinthes silencieux, alors abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche. Parce que ce que nous construisons ici ensemble, semaine après semaine, c'est quelque chose de rare. Un espace de vérité douce, un endroit où l'on peut souffler, réfléchir et commencer à se retrouver. Et si ce premier échange vous touche, dites-le en commentaire. Partagez ce que vous ressentez en ce moment. Parce que vos mots ont le pouvoir d'allumer une lumière pour quelqu'un d'autre qui lit ces lignes dans l'obscurité. Maintenant, revenons à cette question fondamentale. Pourquoi est-ce que ceux qui cherchent le plus désespérément un sens à leur existence
sont souvent les mêmes qui passent à côté des signes les plus évidents que la vie leur envoie. Parce que chercher avec désespoir, c'est chercher avec du bruit. Et les signes de l'univers ne crient pas. Ils chuchotent, ils se glissent dans les interstices du silence. Ils apparaissent dans l'espace entre deux pincées, dans la lumière particulière d'un après-midi ordinaire, dans la phrase d'un livre que l'on ouvre au hasard, dans le regard d'un enfant qui ne sait pas encore mentir. Mais pour entendre un chuchotement, il faut d'abord faire taire le vacarme. Et voici ce que l'on ne vous dit pas assez souvent. Ce vacarme intérieur, cette agitation chronique, cet état de vigilance permanente qui ressemble à de l'efficacité, mais qui est en réalité une forme de peur déguisée. Tout cela n'est pas seulement un problème personnel, c'est un problème relationnel, c'est un problème familial, c'est un problème transgénérationnel. Voici quelque chose d'important que l'on observe dans le travail thérapeutique avec de nombreuses personnes différentes dans des contextes de vie très variés. Il y a des signes récurrents, des patterns qui reviennent, des configurations que l'on reconnaît même si les visages changent. Et ce qui est frappant, ce n'est pas la singularité de chaque histoire, c'est leur ressemblance profonde. On voit des personnes entre 40 et 60 ans qui ont l'air de tenir. De l'extérieur, elles fonctionnent, elles ont construit quelque chose, une carrière, une famille, un foyer. Mais à l'intérieur, il y a cette sensation particulière que quelque chose manque, une légèreté qui s'est perdue quelque part en chemin, comme une pièce de la maison dont on a oublié jusqu'à l'existence. Le premier signe commun, c'est une fatigue qui ne disparaît pas avec le sommeil. Une fatigue qui est là au réveil, froide et plate comme une dalle de pierre soue, les pieds nus, même après 8 heures de nuit. Le deuxième signe, c'est une irritabilité diffuse. On s'énerve pour des choses petites. On est trop vite à bout. Et après, on se sent coupable, ce qui ajoute une couche de tension à la tension déjà existante. Le troisième signe, c'est ce sentiment étrange d'être spectateur de sa propre vie, de regarder les moments heureux de derrière une vitre, de ne pas tout à fait y être, même quand on y est physiquement. Et le quatrième signe, celui qui est peut-être le plus révélateur, c'est une forme de résignation douce mais tenace. L'idée que c'est comme ça, que c'est suffisant, que demander plus serait excessif ou naïf. Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'un de ces signes? Peut-être dans plusieurs? Ce n'est pas un diagnostic. C'est une invitation à regarder honnêtement l'état de votre maison intérieure. Parce que c'est là que tout commence. Et c'est là que tout peut être transformé. Mais avant de parler de transformation, il faut avoir le courage de regarder en face ce qui se passe quand on ne transforme rien. Quand on continue. Quand on se dit que demain, la semaine prochaine, quand les enfants seront grands, quand la situation financière sera stabilisée, quand on aura un peu plus de temps, alors on s'occupera de soi. Alors on vivra vraiment. Ce mensonge doux et confortable, il coûte une vie entière. Voici ce que l'on sait avec certitude, et pas seulement comme une idée philosophique abstraite, mais comme une réalité clinique documentée, observable, mesurable. Le stress chronique, l'anxiété non traitée, la déconnexion existentielle persistante ne restreignent pas confinés à l'intérieur d'une seule personne. Ils se propagent, ils contaminent l'espace relationnel avec une précision silencieuse et terrible. L'enfant qui grandit dans la maison d'un parent chroniquement stressé. Même un parent aimant, même un parent qui fait tout ce qu'il peut. Cet enfant apprend quelque chose de fondamental sur la nature de la réalité. Il apprend que le monde est un endroit dangereux, que la vigilance est nécessaire, que la détente est une luxe que l'on ne peut pas vraiment se permettre. Il l'apprend non pas parce qu'on le lui dit, mais parce qu'il le respire dans l'air de la maison, parce qu'il le sent dans la tension des épaules de son parent, parce qu'il l'entend dans la qualité du silence ordinaire. Le partenaire qui vit avec quelqu'un de déconnecté de lui-même commence progressivement, souvent sans le verbaliser même intérieurement, à se sentir seul dans la relation. Pas seul parce que l'autre est absent physiquement, seul parce que l'autre est absent à lui-même. Et quelqu'un qui n'habite pas sa propre maison ne peut pas vraiment accueillir l'autre dans son foyer. Et la personne elle-même, dans tout cela, elle avance, elle continue.
elle coche des cases. Mais quelque part dans les sous-sols de sa conscience, dans ces pièces fermées à clé dont nous parlions, quelque chose sait qu'il y a plus. Quelque chose se souvient d'une légèreté ancienne, d'une capacité à l'émerveillement, d'une connexion à quelque chose de plus grand que soi qui existait autrefois et qui semble maintenant inaccessible. Et c'est précisément cela que l'univers essaie de vous redonner. C'est précisément pour cela qu'il envoie des signes. Pourquoi est-ce que ceux qui cherchent le plus désespérément un sens à leur existence sont souvent les mêmes qui passent à côté des signes les plus évidents que la vie leur envoie? Nous commençons à avoir des éléments de réponse, n'est-ce pas? Maintenant, parlons de quelque chose que l'on n'aborde pas souvent avec cette franchise. Parlons du temps. Vous avez quel âge? 40 ans? 50? 60? Peu importe le chiffre exact. Ce qui importe, c'est la question que ce chiffre posait silencieusement chaque matin quand vous vous regardez dans le miroir. Combien de temps me reste-t-il pour vivre vraiment? Ce n'est pas une question morbide. C'est la question la plus vivante qui soit. C'est la question que les philosophes appellent la conscience de la finitude et que les psychologues de la pleine conscience considèrent comme l'un des catalyseurs les plus puissants de la transformation intérieure. Mais voici le paradoxe douloureux. Cette question, la plupart des gens la ressentent mais l'esquivent. Ils la laissent dans le couloir comme une lettre qu'on n'ose pas ouvrir. Parce que l'ouvrir, c'est devoir répondre. Et répondre, c'est devoir choisir. Imaginez un instant, avec toute la sincérité que vous pouvez mobiliser en ce moment. Imaginez que vous êtes à la fin, pas dans des décennies abstraites. Dans votre imagination, maintenant, vous êtes là, au dernier chapitre. Et vous regardez en arrière. Qu'est-ce que vous voyez ? Voyez-vous une vie pleinement habitée? Des moments de connexion profonde avec ceux que vous aimez? Des rêves poursuivis avec courage, même imparfaitement? Un chemin tracé avec intention, même s'il a eu ses détours? Une présence réelle dans les instants qui comptent? Ou voyez-vous une longue série de journées en pilote automatique? Une collection d'urgences et de to-do list, des conversations que vous auriez dû avoir et que vous n'avez jamais ouées? Des élans de vie que vous avez étouffés parce que c'était plus sûr, plus raisonnable, plus acceptable? Cette image, aussi inconfortable qu'elle soit, est un cadeau, parce qu'elle vous parle depuis le futur pour vous dire quelque chose d'essentiel sur le présent. Elle vous dit que le moment de choisir, c'est maintenant, pas demain, maintenant. Et si vous choisissez de continuer comme avant, si vous refermez cette fenêtre intérieure que nous avons entrouverte ensemble aujourd'hui, sachez ce qui vous attend avec une quasi-certitude statistique et psychologique. L'être humain qui n'apprend pas à lâcher prise, qui n'apprend pas à se reconnecter à lui-même et à quelque chose de plus grand, cet être humain ne stagne pas. Il régresse, l'anxiété s'approfondit, la déconnexion s'épaissit, les murs de la maison intérieure se referment de plus en plus. Et un jour, on réalise qu'on a passé sa vie dans une prison que l'on a construite soi-même, brique par brique, avec le mortier de la peur et le ciment de la résignation. Ce n'est pas votre destin, absolument pas, mais c'est une destinée possible si l'on ne se réveille pas. Et se réveiller commence par reconnaître les signes. Ces 5 signes que l'univers vous envoie pour vous dire que quelque chose de grand est en train de se préparer pour vous. Quelque chose qui attend que vous soyez prêt à le recevoir. Parce que l'univers, dans sa sagesse infinie, n'impose pas. Il invite, il propose, il frappe doucement à la porte. C'est à vous d'ouvrir. Alors comment savoir que c'est maintenant? Comment reconnaître ces signaux à travers le bruit et le brouillard de la vie quotidienne? C'est exactement ce que nous allons explorer ensemble, avec la précision d'une observation clinique et la douceur d'une conversation entre amis. Voici le premier signe. Et c'est peut-être le plus surprenant, parce qu'il ressemble à quelque chose de négatif. Il ressemble à une crise. Vous traversez une période de turbulence. Quelque chose ne fonctionne plus, une relation s'est fissurée, un projet a échoué, une certitude que vous portiez depuis longtemps s'est effondrée. Et vous ressentez une douleur particulière, pas seulement la douleur de la perte, mais quelque chose de plus profond. Comme si le sol sous vos pieds n'était plus fiable. Comme si les fondations de votre maison intérieure tremblaient. La première réaction humaine face à cela, c'est de résister. De reconstruire au plus vite, de colmater les fissures, de retrouver la stabilité à tout prix.
Mais voici ce que la sagesse clinique et spirituelle nous enseigne. Les fondations qui tremblent ne s'effondrent pas nécessairement. Parfois, elles se réorganisent. Parfois, elles se renforcent. Et parfois, ce qui semblait être une destruction est en réalité une excavation. L'univers creuse sous votre maison non pas pour la détruire, mais pour construire quelque chose de plus solide, de plus vrai, de plus aligné avec qui vous êtes réellement. Les grandes traditions spirituelles de l'humanité, des stoïciens grecs aux mystiques soufis, en passant par les enseignements bouddhistes et les sagesses autochtones, toutes partagent cette intuition fondamentale. Les périodes de dissolution précèdent les périodes d'émergence. La nuit la plus obscure précède l'aube. La psychologie contemporaine confirme cela avec le concept de croissance post-traumatique. Des études longitudinales sur des milliers de personnes ayant traversé des crises majeures montrent que la majorité d'entre elles, avec le soutien approprié et la disposition intérieure correcte, émergeant de ces épreuves avec une vision de la vie plus profonde, des relations plus authentiques et un sens de leur propre force qu'elles n'auraient jamais développé sans la crise. Alors, si votre vie tremble en ce moment, si quelque chose se fracture, posez-vous cette question avec douceur. Et si c'était un signe, et si l'univers était en train de faire de la place pour quelque chose de bien plus grand que ce que vous aviez imaginé pour vous-même? Le deuxième signe est tout aussi paradoxal. C'est une solitude inattendue. Une solitude qui arrive même quand vous êtes entouré. Peut-être surtout quand vous êtes entouré. Il y a une solitude particulière dans les rassemblements bruyants. Une solitude qui sent le parfum des bougies et le bruit des conversations et l'odeur du vin dans les verres et qui est pourtant froide comme une pièce vide. Vous êtes là, vous souriez, vous participez et en même temps quelque chose en vous est ailleurs. Quelque chose en vous cherche une connexion plus profonde, une résonance plus vraie, une conversation qui aille au-delà de la surface. Cette solitude intérieure, quand elle devient insistante, quand elle cesse d'être un état passager pour devenir une présence permanente, c'est souvent l'âme qui cherche son alignement. C'est une partie de vous qui a grandi au-delà de certaines formes de connexion superficielle, qui a faim de profondeur, qui aspirait à quelque chose de plus authentique. Dans de nombreuses traditions contemplatives, cet état est reconnu comme un appel. Pas un appel à l'isolement, mais un appel à l'intériorité. Un appel à descendre dans les pièces profondes de votre maison intérieure et à y faire de la lumière. Avez-vous ressenti cela récemment? Cette solitude particulière qui n'est pas tout à fait triste, qui est presque lumineuse dans sa qualité, comme une chambre vide mais propre, attendant d'être habitée différemment. Si oui, ne fuyez pas, ne remplissez pas ce silence avec du bruit. Asseyez-vous dedans, respirez dedans, parce que c'est dans ce silence que l'univers peut enfin vous parler. Le troisième signe est celui des synchronicités, ces coïncidences qui semblent trop précises pour être aléatoires. Vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle. Vous cherchez une réponse à une question profonde et vous tombez sur un livre, une phrase, une conversation qui répond avec une précision déconcertante. Des thèmes similaires reviennent dans votre vie sous des formes différentes, comme si l'existence voulait vous dire quelque chose et cherchait tous les angles possibles pour vous l'atteindre. La psychologie analytique, depuis Carl Gustav Jung, reconnaît ces synchronicités comme des manifestations d'une connexion profonde entre l'état intérieur d'une personne et les événements extérieurs de sa vie. Ce n'est pas de la magie au sens illusoire du terme. C'est quelque chose de plus sophistiqué. C'est la réalité de l'interconnexion, le fait que notre état intérieur, notre attention, notre énergie modifient littéralement ce que nous percevons et attirons dans notre champ d'expérience. La physique quantique elle-même, dans ses implications les plus profondes sur la nature de l'observation et de la réalité, suggère que la frontière entre l'intérieur et l'extérieur est bien moins nette que notre pensée ordinaire ne le suppose. Mais laissons de côté les grains de théorie pour un instant. Demandez-vous simplement ceci. Y a-t-il des thèmes qui reviennent dans votre vie en ce moment? Des répétitions qui semblent vouloir vous dire quelque chose? Des portes qui s'ouvrent à des moments inattendus? Si votre réponse est oui, alors vous êtes dans un champ de synchronicité. Et cela signifie que votre énergie s'aligne.
que quelque chose en vous vibre à une fréquence que l'univers peut entendre. C'est un signe extraordinaire. Il faut juste avoir les yeux assez ouverts pour le voir. Le quatrième signe, et celui-ci est l'un des plus beaux, c'est une aspiration nouvelle. Un désir qui émerge de nulle part, ou plutôt qui émerge de quelque part de très profond, un désir que vous n'avez peut-être pas ressenti depuis des années. Ce désir peut prendre 1000 formes. L'envie de créer quelque chose, d'apprendre quelque chose de nouveau, de voyager d'une manière différente, de parler plus honnêtement, de vivre plus simplement, de vous reconnecter à la nature, à votre corps, à une pratique spirituelle que vous aviez abandonnée, de prendre soin de vous d'une façon que vous vous étiez toujours refusé. Ce désir qui émerge, même s'il vous semble irréaliste, même s'il vous fait un peu peur, même si votre esprit rationnel s'empresse de trouver 1000 raisons pour lesquelles ce n'est pas le bon moment. Ce désir est une communication directe de votre essence la plus profonde. C'est votre âme qui vous envoie ses coordonnées. Et voici ce que l'on sait sur les désirs authentiques. Pas les désirs nés de la peur, pas les désirs nés du manque ou de la comparaison avec les autres, mais les désirs authentiques qui émergent du centre de votre être. Quand on les honore, même timidement, même imparfaitement, quelque chose dans toute la structure de la vie commence à bouger. Des portes s'ouvrent, des ressources apparaissent, des personnes arrivent au bon moment. L'univers répond, mais il ne peut répondre que si vous lui posez la question. Et poser la question, c'est d'abord oser la formuler. Oser dire, même à voix basse, même en tremblant un peu, voilà ce que je veux vraiment. Voilà ce qui me fait vibrer. Voilà ce pourquoi je veux m'engager. Pourquoi est-ce que ceux qui cherchent le plus désespérément un sens à leur existence sont souvent les mêmes qui passent à côté des signes les plus évidents que la vie leur envoie? Parce qu'ils cherchent des signes spectaculaires, des révélations dramatiques, des certitudes absolues. Et pendant qu'ils attendent le tonnerre et l'éclair, ils passent à côté du murmure. Ils passent à côté du désir qui s'éveille doucement, de la synchronicité qui clignote discrètement, de la solitude qui les invite à descendre plus profond. Le cinquième signe est peut-être le plus subtil et le plus puissant de tous. C'est un changement dans votre rapport au temps. Vous commencez à avoir des moments, même brefs, même fugaces, où le temps s'arrête, où vous êtes complètement présent, où une sensation de plénitude inexplicable envahit votre poitrine, chaude et légère comme au soleil d'hiver à travers une fenêtre. Ces moments peuvent arriver n'importe où, en regardant le visage de quelqu'un que vous aimez, en marchant dans une rue ordinaire, en tenant une tasse de thé chaud entre vos deux mains et en sentant vraiment la chaleur sur vos paumes. Ces moments de présence absolue sont ce que les traditions contemplatives appellent des états de grâce, et ce n'est pas un hasard si vous les vivez. C'est l'univers qui vous montre à quoi ressemble l'alignement. C'est votre être profond qui vous donne un avant-goût de ce qui est possible quand vous cessez de résister, quand vous cessez de courir, quand vous vous laissez simplement être. Ces 5 signes, la turbulence transformatrice, la solitude lumineuse, les synchronicités répétées, l'aspiration nouvelle et les moments de présence absolue ne sont pas des accidents. Ils sont une invitation. Une invitation à co-créer avec l'univers, la vie que vous portez au fond de vous depuis toujours. Mais pour répondre à cette invitation, il faut des outils. Des pratiques concrètes, simples, accessibles, qui s'intègrent dans une vie ordinaire et qui, progressivement, transforment cette vie ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Alors parlons maintenant de ce que vous pouvez commencer à faire dès aujourd'hui, dès ce soir, dès la prochaine heure. La première pratique, et c'est celle sur laquelle tout repose, c'est ce que l'on appelle dans la tradition de la pleine conscience la présence intentionnelle. Et je veux vous en parler d'une façon qui va peut-être différer de ce que vous avez déjà entendu sur ce sujet. La présence intentionnelle n'est pas une technique de relaxation. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait pour se sentir mieux dans les moments de stress. C'est une façon d'être dans le monde. C'est une posture intérieure fondamentale qui change la qualité de chaque instant de votre vie. Voici comment la cultiver concrètement. Choisissez au moment de votre journée, au moment que vous vivez actuellement, un pilote automatique total. Peut-être le trajet du matin,
peut-être le repas du midi, peut-être les 10 premières minutes après le réveil. Et décidez que ce moment, vous allez le vivre différemment. Vous allez le vivre avec tous vos sens ouverts. Si c'est le repas du midi, posez votre téléphone. Fermez l'ordinateur et mangez, vraiment mangez. Sentez l'odeur du plat avant d'y toucher. Remarquez les couleurs dans votre assiette. Goûtez la première bouchée comme si c'était la première fois que vous mangiez ce plat. Sentez la texture, la température, la complexité des saveurs. Remarquez comment votre corps reçoit cette nourriture. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas un exercice de bien-être superficiel. C'est un entraînement de l'attention. Et l'attention est le muscle le plus fondamental de l'être humain. C'est avec ce muscle que l'on perçoit les signes, c'est avec ce muscle que l'on capte les synchronicités. C'est avec ce muscle que l'on accueille ce que l'univers cherche à nous donner. Des études en neurosciences montrent que la pratique régulière de la pleine conscience, même à petite dose de 5 à 10 minutes par jour, modifie structurellement le cerveau. Elle épaissit le cortex préfrontal, la région associée à la régulation émotionnelle, à la prise de décision sage et à la capacité d'empathie. Elle réduit l'activité de l'amygdale, cette alarme cérébrale qui génère la peur et le stress. Elle renforce les connexions entre les différentes régions du cerveau, créant une cohérence intérieure qui s'est traduite dans la qualité de la vie quotidienne. Mais au-delà de la neurologie, ce que la pleine conscience fait, c'est quelque chose de plus fondamental. Elle vous rend à vous-même. Elle vous ramène dans votre propre maison. Elle allume les lumières dans les pièces que vous aviez laissées dans l'obscurité. La deuxième pratique est celle du lâcher-prise, ou un français magnifiquement appelé le lâcher-prise, ce que les Japonais appellent Mushin, ce que les taoïstes s'appellent Wu-wei, ce que les mystiques chrétiens appelaient le dépouillement. Et voici ce que le lâcher-prise n'est. Ce n'est pas de la passivité, ce n'est pas de la résignation. Ce n'est pas abandonner ses rêves ou ses désirs. Ce n'est pas se croiser les bras et attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. Le vrai lâcher-prise, c'est l'art de poser son désir avec force et clarté. Et ensuite de desserrer les mains. C'est de planter la graine avec soin et de ne pas déterrer la terre toutes les 5 minutes pour vérifier si elle germe. C'est de faire sa part avec engagement et excellence et de faire confiance à l'univers pour sa part. Voici une image qui peut aider. Imaginez que vous tenez quelque chose de précieux dans vos mains. Quelque chose que vous voulez vraiment. Un rêve, une relation, une opportunité. Si vous serrez les mains trop fort, vous l'étouffez. Si vous ouvrez les mains trop vite par peur de le perdre, vous le laissez tomber. La bonne posture, c'est les mains ouvertes, fermes mais souples, capables de tenir et capables de recevoir. C'est ça, le lâcher-prise. C'est la paume ouverte. C'est la disponibilité. C'est dire à l'univers « je suis prêt, je fais ma part et je te fais confiance pour le reste ». Comment pratiquer cela concrètement? Voici un exercice si simple mais profond. Le soir, avant de dormir, prenez quelques minutes pour écrire dans un carnet. Pas un journal d'inquiétude, un journal de libération. Notez les choses que vous portez en ce moment et que vous ne contrôlez pas. Les situations, les personnes, les résultats, ce qui dépend de facteurs qui vous échappent. Et pour chacune, écrivez cette phrase. J'ai fait ce qui était en mon pouvoir. Je confie le reste à quelque chose de plus grand que moi. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. C'est reconnaître que vous n'êtes pas seul dans l'univers. Que vous êtes soutenu par quelque chose d'immense et de bienveillant, que vous l'appeliez Dieu, l'univers, la vie, le grand tout, peu importe le nom. Ce qui compte, c'est la relation de confiance avec cette présence. La troisième pratique, c'est ce que l'on pourrait appeler le jardinage intérieur. Et cette métaphore est particulièrement juste parce qu'elle porte en elle la notion d'attention régulière, de patience et de co-création avec quelque chose de vivant. Votre vie intérieure est un jardin. Certaines plantes y sont magnifiques et florissantes. Ce sont vos qualités, vos forces, vos valeurs les plus profondes. D'autres sont des mauvaises herbes, des pensées automatiques négatives, des croyances limitantes que vous avez héritées de votre éducation, des peurs qui colonisent l'espace et étouffent ce qui essaie de croître. Le jardinier sage
ne passez pas ses journées à maudire les mauvaises herbes. Il ne les combat pas avec rage. Il les voit, il les reconnaît et il les arrache avec méthode, avec régularité, avec la sérénité de celui qui sait que le jardin peut être beau si on en prend soin. Comment arracher les mauvaises herbes de votre jardin intérieur? En commençant par les identifier. Les croyances limitantes les plus communes dans la population de 40 à 60 ans ressemblent souvent à ceci. Il est trop tard pour changer. Je suis comme ça, c'est ma nature. Les choses importantes de la vie m'ont échappé. Je n'ai pas droit à plus. La spiritualité et la manifestation, c'est pour les autres, pas pour quelqu'un comme moi. Chacune de ces phrases est une mauvaise herbe, et chacune peut être arrachée. Pas en la niant, pas en faisant semblant qu'elle n'existe pas, mais en la regardant en face et en posant cette question simple et dévastatrice. Est-ce vraiment vrai? Où est la preuve absolue que c'est vrai? Et si c'était faux, qu'est-ce qui serait possible? La quatrième pratique est celle de l'élévation vibratoire. Et je veux vous parler de cela avec la précision d'un clinicien et la chaleur d'un ami. Parce que ce sujet est souvent présenté de façon soit trop mystique, soit trop simpliste. Votre état émotionnel est une fréquence, pas métaphoriquement. Littéralement, votre corps produit des champs électromagnétiques mesurables qui varient en fonction de votre état intérieur. La recherche en psychophysiologie, notamment les travaux de l'Institut HeartMath en Californie, montrent que des états émotionnels comme la gratitude, la compassion et la joie produisent une cohérence cardiaque mesurable qui améliore non seulement la santé physique, mais aussi la capacité de perception, de décision et de connexion avec les autres. Autrement dit, quand vous êtes en état de gratitude sincère, votre corps fonctionne différemment. Votre cerveau perçoit différemment. Vous attirez différemment. Comment élever votre fréquence vibratoire concrètement? La pratique la plus puissante et la plus accessible est la gratitude active. Pas la gratitude de liste, pas le journal de gratitude mécanique, où l'on écrit 3 choses positives avant de dormir sans vraiment les ressentir. La gratitude vivante, incarnée, sensorielle. Choisissez une chose dans votre vie, une seule, pour laquelle vous éprouvez une gratitude authentique. Peut-être la santé de quelqu'un que vous aimez. Peut-être un lieu que vous trouvez beau. Peut-être une compétence que vous possédez. Et consacrez 2 à 3 minutes complètes à ressentir cette gratitude dans votre corps. Où la sentez-vous? Quelle est sa texture, sa température? Sa couleur si elle en avait une? Laissez-la se déployer dans votre poitrine comme une chaleur qui rayonne. Ce n'est pas de la pensée positive superficielle, c'est une reprogrammation profonde de votre système nerveux. Et avec une pratique régulière, cette fréquence de gratitude devient votre état de base, et depuis cet état de base, les synchronicités se multiplient, les portes s'ouvrent, les signes deviennent évidents. L'univers peut vous rejoindre là où vous êtes. La 5e pratique, et c'est peut-être la plus importante des deux toutes, c'est ce que l'on pourrait appeler la réconciliation intérieure. C'est la pratique de descendre dans les sous-sols de votre maison intérieure et d'y faire la paix. Parce que toutes les techniques de manifestation du monde, toutes les pratiques de pleine conscience, toutes les intentions posées avec clarté, tout cela reste limité tant que les fondations de la maison sont instables. Tant que dans les pièces fermées à clé de votre être profond vivent des douleurs non traitées, des colères non exprimées, des deuils non faits, des paroles non dites. C'est ce contenu non digéré, ces blessures qui n'ont jamais été soignées. Ils agissent comme des parasites sur votre fréquence vibratoire. Ils créent ce que l'on pourrait appeler des interférences dans le signal. Vous voulez émettre une intention claire, mais le bruit de fond de la douleur non résolue brouille à la transmission. Comment faire cette réconciliation? Il existe plusieurs chemins. La psychothérapie, bien sûr, reste l'un des plus profonds et des plus fiables. Mais il y a aussi des pratiques quotidiennes accessibles. La première, c'est la pratique de l'autocompassion. Pas la pitié de soi, qui est une fermeture, mais la compassion active envers soi-même, qui est une ouverture. La prochaine fois que vous faites une erreur, la prochaine fois que vous vous sentez inadéquate,
La prochaine fois que cette voix intérieure critique commence son travail de démolition, essayez ceci. Posez votre main sur votre cœur, sentez la chaleur de votre propre main sur votre poitrine. Et dites intérieurement ou à voix basse, « Je suis en train de souffrir ». C'est difficile et c'est humain d'être humain. Cette phrase simple, validée par des décennies de recherche sur l'autocompassion développée, notamment par Christine Neff, active des circuits neuronaux de régulation émotionnelle qui réduisent le stress, la honte et l'autocritique. Et elle crée un espace intérieur de sécurité depuis lequel il devient possible de regarder les blessures profondes sans être submergé par elles. La deuxième pratique de réconciliation, c'est le pardon. Et je veux être très précis sur ce que le pardon est et ce qu'il n'est pas. Parce que ce mot est souvent mal compris et peut susciter de la résistance légitime. Le pardon n'est pas l'oubli, ce n'est pas la minimisation de ce qui s'est passé. Ce n'est pas la réconciliation avec une personne qui vous a blessé. Ce n'est pas même nécessairement une émotion que vous ressentez. Le pardon est une décision. La décision de cesser de porter le poids de la rancœur pour votre propre bien. Parce que la rancœur non résolue est comme une pierre que vous portez dans votre sac à dos depuis des années. Elle ne punit pas la personne qui vous a blessé. Elle vous punit, vous, elle alourdit votre démarche, elle fatigue vos épaules. Elle vous empêche de marcher légère. Poser cette pierre, c'est un acte de liberté. Et cette liberté crée de l'espace. De l'espace pour quelque chose de nouveau, de l'espace pour les signes de l'univers, de l'espace pour la grâce. Et maintenant, revenons une dernière fois à notre question fondamentale. Pourquoi est-ce que ceux qui cherchent le plus désespérément un sens à leur existence sont souvent les mêmes qui passent à côté des signes les plus évidents que la vie leur envoie? Vous avez maintenant une réponse complète, parce qu'ils cherchent avec trop de bruit. Parce que leurs maisons intérieures sont encombrées et obscures, parce qu'ils serrent les mains trop fort autour de leur peur et de leur contrôle, parce que les blessures non soignées brouillent leur signal, parce qu'ils attendent des certitudes avant d'oser bouger, et que les certitudes ne viennent jamais avant le mouvement. Mais maintenant, vous savez autre chose. Vous savez que les 5 signes existent. Vous savez les reconnaître. Vous savez qu'ils sont une invitation et non une promesse automatique. Une invitation à co-créer, à s'aligner, à cultiver, à lâcher prise. Vous savez que la présence intentionnelle est le muscle fondamental à entraîner. Que le lâcher-prise est un acte de confiance et non de faiblesse. Que le jardinage intérieur demande de la régularité et de la patience. Que l'élévation vibratoire passe par la gratitude incarnée, sensorielle, vivante. Et que la réconciliation intérieure est le fondement sur lequel tout le reste repose. Ces pratiques ne sont pas des formules magiques. Elles ne transformeront pas votre vie en une nuit, mais elles sont réelles. Elles sont efficaces, elles sont accessibles à tout être humain qui choisit de les adopter. Et ce choix, vous pouvez le faire maintenant. Imaginez, si vous voulez bien, la version de vous-même qui pratique ces 5 approches depuis 6 mois. Cette personne se lève le matin avec quelque chose de différent dans la poitrine. Ce n'est pas l'absence de difficultés. Les difficultés font partie de la vie et cette personne le sait. Mais il y a une qualité différente dans la façon dont elle les rencontre. Une présence, une stabilité, comme une maison bien fondée qui peut résister au vent sans trembler. Cette personne a commencé à voir les signes, elle a remarqué les synchronicités, elle a honoré ses désirs authentiques, elle a posé des intentions claires et a desserré les mains. Elle a soigné les blessures dans les sous-sols de sa maison intérieure et a laissé entrer de la lumière dans les pièces fermées. Et quelque chose a changé dans sa relation avec les gens qu'elle amime. Ses enfants sentent quelque chose de différent, pas parce qu'elle leur a dit qu'elle avait changé, mais parce qu'ils le respirent dans l'air de la maison, parce qu'ils le sentent dans la qualité de sa présence quand elle est avec eux, parce que la sécurité intérieure est contagieuse, tout comme l'anxiété l'est. Son partenaire ou la personne qu'elle cherche à attirer dans sa vie répond à une fréquence différente, parce que l'amour authentique, l'amour profond et durable, ne cherche pas quelqu'un qui a tout résolu et tout accompli. Il cherche quelqu'un qui est en chemin avec honnêteté et courage. Et cette personne, cette version future de vous-même,
elle vit, vraiment. Elle n'est plus un fantôme dans ses propres couloirs. Elle habite sa maison, elle y reçoit des invités, elle y laisse entrer la lumière. Elle y plante des choses qui poussent. Est-ce que vous voulez être cette personne? La réponse, vous la connaissez déjà. Elle était là avant même que vous commenciez à écouter ces mots. Elle était dans cette petite voix qui vous a amené ici aujourd'hui, dans ce désir de quelque chose de plus, dans cette intuition que votre vie peut être différente, que vous pouvez être différent, que quelque chose de grand est en train de se préparer pour vous, si seulement vous vous mettez en mouvement vers lui. L'univers n'attend pas que vous soyez parfait. Il n'attend pas que vous ayez tout résolu, tout guéri, tout compris. Il attend simplement que vous soyez disponible, que vous ouvriez les yeux, que vous ouvriez les mains, que vous ouvriez la porte. Et cette porte, elle est là, devant vous, en ce moment même. Vous n'avez pas besoin d'un grand geste dramatique. Vous n'avez pas besoin d'une révolution totale de votre vie. Vous avez besoin d'un premier pas, un seul, petit, concret, réel. Peut-être que ce premier pas, c'est de prendre 5 minutes ce soir pour vous asseoir en silence et vous demander, honnêtement et avec douceur, lequel de ces 5 signes est présent dans ma vie en ce moment. Qu'est-ce qu'il me dit? Vers quoi me guide-t-il? Peut-être que ce premier pas, c'est d'écrire dans un carnet ce désir authentique que vous avez peut-être tu depuis longtemps. Ce désir que vous avez ranché au grenier parce que vous pensiez qu'il était trop grand, trop naïf, trop tardif. Sortez-le du grenier. Regardez-le à la lumière. Il mérite votre attention. Peut-être que ce premier pas, c'est simplement de poser votre téléphone ce soir, pendant le dîner, et d'être vraiment là avec les personnes que vous aimez, de les regarder dans les yeux, de leur poser une vraie question, d'écouter leurs réponses avec toute votre attention. Ces petits actes de présence, ces petits gestes de courage intérieur, ils ne semblent pas révolutionnaires, mais ils le sont. Parce qu'il change la direction, et quand on change la direction d'1 degré, sur un long voyage, on arrive dans un endroit complètement différent. Votre vie est un long voyage et vous êtes encore en chemin. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est jamais trop tard pour choisir de vivre différemment, pour choisir la présence sur l'automatisme, pour choisir la confiance sur la peur, pour choisir l'ouverture sur la fermeture, pour choisir la co-création avec l'univers sur la résistance solitaire et épuisante à la vie. L'univers vous envoie des signes, 5 signes. Peut-être que vous les voyez déjà. Peut-être qu'avec ce que vous venez de découvrir, vous commencerez à les voir. Peut-être que dès demain matin, en vous levant, quelque chose sera légèrement différent dans la façon dont vous regardez votre journée. Légèrement plus ouvert, légèrement plus disponible, légèrement plus confiant que quelque chose de grand est en train de se préparer pour vous. Parce que c'est vrai, quelque chose de grand s'est préparé. Il s'est préparé depuis longtemps. Il attend que vous soyez prêts. Et peut-être que ce moment d'écoute, cette conversation que nous avons partagée ensemble aujourd'hui, est lui-même un signe. Le signe que vous étiez prêt à atteindre cela. Le signe que vous êtes en train de vous réveiller. Accueillez ce réveil avec douceur. Ne lui demandez pas d'être parfait, ne lui demandez pas d'être spectaculaire. Laissez-le être ce qu'il est au commencement. Le premier jour du reste de votre vie vraiment vécue. Et cette vie vraiment vécue, elle commence maintenant, dans cette respiration, dans ce silence qui suit les mots, dans ce quelque chose en vous qui dit oui.